Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie, j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois ou presque avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wingwood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. Je suis donc directrice Wingwood, maman de deux enfants, nous le rappelons, et dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Nous avons traversé vaillamment le frileux mois d'avril pour arriver dans ce trop timide mois de mai. Je pense que tu ne me contrediras pas. Mois de mai, mois de la fête du travail, de l'ascension de Marie, des seins de glace, de la résurrection, de nos sandalettes, voire de notre robe à strass pour les adeptes du festival de Cannes. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'avoue qu'il serait bien tentant d'appliquer à temps plein le principe carpe diem. On n'a qu'une seule vie, faire fi du qu'en dira-t-on. Vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tentant sur le papier, oui, mais car il y a un mais à ce proverbe du mois de mai et demain. Que l'on s'entende, chaque matin est une bénédiction, mais nous ne sommes pas des machines. Alors encore faut-il pouvoir assumer ses choix de la veille, ne pas nous faire attraper par le poids d'une culpabilité plus grande que nous. Quid du poids de la culpabilité quand on est à la tête d'une entreprise et que l'on doit sans cesse prendre des décisions. Quand l'être humain se positionne entre le 0 et le 1 à l'heure où la machine binaire nous supplante dans bien des domaines, quelle place et quel rôle demain en entreprise pour la ressource humaine riche de ses nuances? Un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Anne-Fleur Sarraud. Mais avant cela, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partageras ton état du moment à travers un portrait chinois. Fleur au mois de mai, bilan et ambition, puis le feeling good consacré au sentiment de culpabilité. Plaisir d'offrir, joie de recevoir ton partage d'expérience. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleur dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion L'homme avec ou contre la machine. Je te propose de démarrer tout de suite, Anne-Fleur, par l'interview de l'instant présent pour connaître tes ressentis. Au réveil ce matin, rappelons-le, nous sommes lundi et nous venons de traverser un long pont avec 4 jours non travaillés. Ta forme mentale en 1 ou 2 mots ce matin, est-ce que c'est plutôt crédit épuisé, relancer et réinstaurer l'historique des sujets ouverts, un peu de temps et tu seras à nouveau opérationnel, ou tu frôles l'IA, tu as les solutions à tout, ou tu y travailles? Écoute, comme chaque lundi, comme tu l'as dit, après un week-end de 4 jours et devant une semaine de 5 jours, ce qui nous est pas certain temps, on est plutôt en crédit épuisé en première sensation au réveil. En plus, il y a 9 semaines, comme tu le sais, entre les vacances de Pâques et les vacances d'été. C'est une grosse période sur la période scolaire. Et le mois de juin, quand on est parent, c'est le rush à tout bout de champ. Donc, voilà. Après, j'ai regardé le ciel, check, il fait beau. J'ai pris mon thé. C'est bon, la machine est relancée. Je sais pas trop si je vais restaurer l'historique ou relancer la machine autonome, mais ça va le faire. Ok, la forme physique, si tu étais un moyen de communication, 404 erreurs. Ou bien la machine demande d'être éteinte pour effectuer une mise à jour. La deuxième sonnerie du réveil sera la bonne. Ou ta révolution est en marche, l'avenir t'appartient. Effectivement, j'ai eu 2 réveils ce matin. D'ailleurs, elle a demandé, ma machine m'a demandé une mise à jour ce matin avec un full reboot. Et puis j'avais de grosses courbatures du week-end, mais après la douche, ça allait mieux. Bon, on est bien. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, ta révolution est en marche quoi qu'il arrive et l'avenir t'appartient. Un stress, une difficulté à mentionner? Écoute, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fois ce matin, tu sais, la pensée grise qui passe et puis qui pose son nuage dans ta tête. Et puis un peu plus tard, tu te dis mais pourquoi je suis bof là alors que ça allait bien? Et tu reviens, c'est cette pensée grise qui a un peu mis son nuage. Donc une perturbation qui arrive avec un nuage, tu vois. C'est ma petite difficulté, c'est de garder l'éclaircie comme dans le ciel. Ok. La gratitude et la mémoire du cœur, tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Écoute, on a passé un bon week-end avec les enfants et puis je me souviens que la semaine dernière, il paraît loin maintenant, on se disait que la boîte allait mieux, que la boîte allait même bien. Donc je me dis, il fait beau, merci la vie, j'y réécrirai dans le journal ce matin. C'est pas mal, Fleur. En mai, ton ou tes ambitions, bon, nous sommes déjà le 22, on n'a pas le droit de tricher, de changer d'ambition. C'était quoi tes ambitions pour mai et où en es-tu?
Bien profiter, bien atterrir. Le début d'année, c'est toujours un peu dense. L'hiver, c'est long. Voilà, atterrir, profiter du mois et puis préparer l'été. Ok. Passe à présent à la rubrique du feel Good consacrée aujourd'hui au sentiment de culpabilité. Souvent, on culpabilise parce que l'on a peur de décevoir. Est-ce un sentiment que tu connais? Oui. Je pense malheureusement à force de le partager ici, mais je pense que ça pourrait être une définition de moi-même, culpabiliser et peur de décevoir. Mais bon, je pense que j'ai bien progressé. Et je pense que d'ailleurs la culpabilité et la peur, c'est deux mots qui résonnent assez fort, hein, parce que culpabilité, c'est un terme un peu lourd parce que c'est la faute au départ, la culpabilité, donc c'est une vraie faute. Souvent on se sent coupable, on n'est pas forcément vraiment fautif, ou en tout cas en faute au sens des valeurs qu'on peut avoir. Mais oui, j'ai souvent peur de décevoir, et du coup j'ai ce ressenti culpabilité, cette émotion culpabilité vient en amont de ça, et quand je creuse derrière, il y a effectivement une peur liée au regard de l'autre. Ouais. Et dans ton travail, comment tu gères ce sentiment de culpabilité lié aux erreurs ou aux échecs? Parce que forcément, on est tous faillibles à un moment donné. Comment toi, tu arrives à gérer ça? Écoute, je te dirais, dans mon travail comme dans ma vie perso, je pense que je sais pas si je le gère vraiment, mais en tout cas, je le vois comme une émotion qu'il faut écouter et après aller challenger. C'est-à-dire que, en tant que chef d'entreprise, je suis forcément responsable de ce qui se passe, et donc tu as effectivement tous les jours l'occasion de constater des choses qui se passent pas comme on voudrait, comme il faudrait, comme ça devrait. Donc gérer ça, c'est comme toute émotion négative, c'est déjà l'écouter, l'entendre, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, essayer de regarder ça en se demandant est-ce que j'ai fait au mieux, si oui, qu'est-ce que j'ai appris au passage pour essayer de faire encore mieux la prochaine fois. Et puis sinon, de refaire, de corriger, de rectifier, voilà. Après, je dis, tu parles dans l'entreprise professionnelle, mais dans l'entreprise d'être mère, la culpabilité, elle est là tout le temps, et c'est un sentiment qui est rarement factuel. C'est un ressenti qui est rarement factuel. Donc, ce que je dirais pour gérer, c'est comme toute émotion, j'essaye de factualiser le débat. Comme tu disais au départ, on n'est pas binaire, on n'est pas des machines. Donc, on va pas réussir à binariser la chose, et puis ça serait décomposé en quelque chose de blanc ou noir. Ça serait le réduire, et ce serait pas juste. Nous sommes une certaine complexité, mais d'essayer de creuser un peu ce qu'il y a derrière et de factualiser pour faire le pas suivant. C'est ça que je vais chercher à faire dans ce ressenti culpabilité qui est très très présent, parce que la peur de décevoir est très très présente. Là, justement, on parle de l'après pour un petit peu savoir comment gérer ça, mais est-ce que la culpabilité joue un rôle dans ta prise de décision juste avant? Parce que tu anticipes déjà, ce que tu dis tout simplement, je te connais, hein, je pratique, je cadre tout, et là, voilà, j'ai rien, no regrets, quoi. Non, alors je cadre tout, effectivement, tu me connais comme ça d'un point de vue boulot, au sens, j'essaye je cadre au sens process, au sens organisation, au sens opération, outils, etc. Après, je ne cadre pas d'un point de vue de ce qui pourrait faire la culpabilité, à savoir tout prévoir, évaluer tous les risques et empêcher tous ces risques. Il faut avancer, il faut prendre des risques. La culpabilité, pour moi, elle résonne avec une phrase qu'on m'a dite il y a pas longtemps et qui m'a bien parlé, qui est: vaut mieux demander pardon que permission. Dans l'entreprise professionnelle comme dans l'entreprise de mère, on est en permanence en train de prendre des décisions pour avancer, des décisions qui sont nécessaires. Donc, on prend le risque de se tromper, on prend le risque de faire des erreurs. Non, je dirais, oui, en amont, la culpabilité est souvent là dans ma prise de décision ou d'action, parce que
je me sens responsable de ce que je fais. Je me sens et je me sens responsable. Donc j'agis et je cherche à. Parce que ça va être effectivement un élément moteur, motivationnel pour avancer et pour faire mieux. Donc oui, je pense que la culpabilité, elle est là de bout en bout, mais j'aimerais mieux l'emmener sur un territoire de responsabilité que de culpabilité, parce que la culpabilité, on est plus dans la peur, alors que la responsabilité, on est plus positif, plus constructif, plus dans la construction. Voilà. En tant que chef d'entreprise, tu as de nombreux collaborateurs. Comment tu réagis quand tu as des collaborateurs qui expriment de la culpabilité pour une erreur qu'ils ont commise? Ouais. Je crois que d'abord, je l'accueille assez positivement parce que c'est pour moi un témoignage de. Enfin, c'est un ressenti qui témoigne d'une forme d'engagement et de responsabilisation. C'est-à-dire que si la personne, tu vois, c'est comme quand les enfants disent j'ai pas fait exprès. Oui, faudrait faire attention en fait. C'est super bien que t'as pas fait exprès, mais j'aimerais mieux que tu fasses attention. C'est un petit peu dans cette nuance-là que je dirais s'il y a une forme de culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, il y a une responsabilisation, il y a un intérêt. On fait pas les choses parce qu'on me l'a demandé, on fait des choses parce Vraiment, oui. Après, des fois, il y a une culpabilité qui est exprimée qui, en fait, non, est une peur d'être grondé. Et dans ce cas-là, justement, il va falloir aller chercher le plus factuel et ce pourquoi il y aurait sens de se sentir fautif, coupable, en erreur, versus ce qui mérite pas ce sentiment. Et puis après, comme j'essaye de le faire avec moi-même, j'essaye de creuser et de réfléchir avec la personne sur où se situe la réelle faute, la réelle erreur. Souvent on dit dans un accident, il y a un enchaînement de mauvaises décisions et d'erreurs. Donc il y a pas un point, mais plutôt d'utiliser ça comme une réécriture de notre exigence, de sa propre exigence pour faire mieux, faire différemment et voilà. Et après, j'essaye. Après, je te dis tout ça, je suis pas sûre de bien le faire tous les jours, hein, mais je pense qu'il faut pas, en tout cas, développer cette culpabilité. Cette culpabilité, elle est liée à une peur et je préférerais vraiment arriver à utiliser ça, à s'ancrer là-dedans, mais comme une responsabilisation. Comme je disais tout à l'heure, mieux vaut demander pardon que permission. Cette phrase m'a beaucoup parlé parce que demander permission, c'est se déresponsabiliser. Demander pardon, c'est avoir essayé et s'être trompé. Je préfère qu'on demande pardon. Plutôt un moteur pour toi, du coup, au final. J'aimerais bien, ouais, tout à fait. Et as-tu déjà ressenti, peut-être récemment, de la culpabilité pour des décisions, des actions prises dans le cadre de l'entreprise? Si oui, est-ce que tu peux nous partager comment tu as géré cette situation? Ou pas? Tu as le droit de dire oui. Écoute, j'ai pas d'exemple comme ça, tu vois, qui vient. Il n'y a pas quelque chose qui te hante, quoi. Non, voilà, je pense que, globalement, j'ai quand même la chance. C'est peut-être aussi pour ça que je suis restée là, c'est que moi, comme tu sais, j'ai pas choisi de créer une entreprise, mais il se trouve que je me suis retrouvée à gérer une entreprise qui a quand même un sérieux avantage de pouvoir autant que possible aligner ce que tu fais au quotidien avec tes valeurs personnelles, et tu as relativement la main là-dessus, et puis tu t'associes avec des personnes avec qui tu partages les valeurs. Donc je te dis pas, bien sûr, il y a eu des moments où je suis pas très heureuse forcément des décisions qu'on a eu à prendre ou des façons de faire. Il y a aussi une solidarité qu'on doit avoir dans l'entreprise avec ce qui est fait par les managers, ce qui est fait par les équipes, ce qui est fait par les collègues, par ses associés. Enfin voilà, on est un ensemble de personnes qui peuvent agir et décider. Et du coup, à la fin, je me sens responsable, voire coupable de choses qui sont mal faites ou pas comme elle pourrait l'être dans un autre idéal. Donc après, comment je gère, je dis avec autant d'humilité, de transparence, et puis surtout de l'humilité, quoi, de dire le seul truc que j'essaie de me rappeler à moi-même, parce que donc tu as un espèce de conflit entre l'individu que je suis et le rôle que j'ai, c'est de me rappeler que le rôle, c'est un rôle pour le collectif, et donc il faut s'occuper de chacun, mais il faut s'occuper avant tout
dans une finalité du collectif. Et souvent, les difficultés que j'ai eues, elles étaient au niveau des individus. Et donc, si d'un point de vue de l'enjeu du collectif, je reste alignée avec ce que j'estime être les valeurs de notre entreprise, je ressens moins de culpabilité. J'arrive à gérer, comme tu le dis, le ressenti. D'avoir partagé avec beaucoup de transparence ton avis sur le sujet. Je vous invite à retrouver l'article de Lauriane sur le site Wayne intitulé « La culpabilité, une émotion utile ». Que nous enseigne-t-elle? À retenir de cet article, il y a aussi le fait de savoir se pardonner, un outil important pour restaurer notre estime personnelle, arrêter de nous blâmer et de vivre dans le passé. N'oublions pas que personne ne peut changer le passé, mais il n'est pas trop tard pour aller de l'avant. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Arrêter de se sentir coupable n'est pas une mince affaire. Nous sommes toutes différentes. Ce qui marche pour les unes peut ne pas marcher pour les autres. Et parfois, il suffit d'un déclic, d'un mot qui va résonner en nous. Peux-tu nous partager peut-être une ressource qui, toi, t'a aidé, une lecture, un témoignage, un film, un parcours, voilà, quelque chose qui, toi, t'aide à gérer ce genre de situation? Bah, si, il y a cette phrase qu'on m'a dite il y a pas longtemps que j'ai trouvé assez juste. Le mieux vaut demander pardon que permission. Après, des lectures et qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y en a. Au contraire, là, je te dirais, il y en a trop, il y en a plein, et c'est tout autant de ressources qu'on peut avoir tout autour de nous qui sont très culpabilisantes. Quand je vois, tu vois, hier, j'ai pris le train, du coup, à la gare, tu sais, il y a de lecture. tous ces livres qui sont présentés comme une injonction d'être meilleur dans tous les domaines de la vie. J'ai pris une photo où tu avais un bouquin sur l'alimentation, un bouquin sur la vitesse du cerveau, un bouquin en tant que parent, un bouquin angoisse, etc. Mieux parler, mieux vivre, mieux gérer son temps, enfin tout ça. Et je pense que ça, c'est des bonnes ressources pour se sentir coupable, pas factuellement, de tout ce qu'on ne fait pas, de tout ce qu'on ne fait pas bien, de tout ce par rapport à un idéal qui n'existe pas vraiment, qui existe à peu près nulle part. Donc voilà, je pense qu'il faut souffler un bon coup et réfléchir à ce sujet de responsabilité versus culpabilité. Et je pense que c'est un travail important, un dialogue important à avoir avec soi-même ou avec quelques proches avec qui on peut avoir ce genre de discussion, mais dans un rôle de mère comme dans un rôle de chef d'entreprise. Et je pense que dans toute situation de la vie, de faire le tri entre cette culpabilité qui est liée à une peur d'un jugement fatal, un peu de ce qu'on a fait, quelque chose qui compte un peu les points de ce qu'on fait de bien ou de ce qu'on fait de mal, versus être effectivement empower yourself. T'es responsable de ta vie, de ton chemin, de tes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a un chemin et on avance. Et puis voilà, je dirais surtout peut-être pas trop lire et peut-être un petit peu plus discuter avec soi-même et de factualiser un peu le débat. Je nous proposerais bien ça pour travailler sur sa culpabilité. D'accord, et puis un bon bouquin, oui, pour prendre le train, ou éventuellement un Voici, peut-être, pour une actualité un peu plus légère. Oui, mais tu vois, je lisais, dans le train, je lisais un bouquin, c'est une nana qui a une grave maladie et qui s'en remet et qui décide de tout quitter. Et ça challenge, ça va chercher un peu au fond, tu te dis, elle, est-ce que c'est du courage qu'elle a de tout quitter? En fait, tu relativises en te disant, ouais, mais bon, c'est aussi tout ce qu'elle laisse à côté. Et puis, est-ce que toute une partie du courage, c'est pas de rester et d'avancer dans le chemin malgré tout ce qui n'est pas parfait. Mais c'est pareil, tu vois, une lecture qui était censée être un roman léger, etc. Ça vient de chercher, ça vient de bousculer dans ces questions-là. Donc c'est pas. Et dans Voici, tu vois des photos avec des bouts de gras qui sont entourés. C'est pas. Et pas mieux. Enfin, tu vois, faut surtout prendre du recul et factualiser un peu tout ça. Mais pareil, dans l'entreprise, quand on est collaborateur ou quand on a des associés, ou peu importe sa position,
la culpabilité, elle pose question. Tu disais la peur de décevoir, elle pose des questions de la peur et de ce pourquoi on fait les choses. Et c'est pareil dans le rôle de mère, pareil dans le rôle de chef d'entreprise, pareil dans toute relation qu'est-ce qui est vraiment important. Il faut revenir à ça. Donc, peut-être rien lire. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous partager vos problématiques, expériences et conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site waynegood.com. Je te propose de refermer ce podcast par notre séquence portrait fleur dans l'air du temps et notre quiz intitulé pour l'occasion l'homme contre ou avec la machine. L'homme social qui est tout en nuances peut se laisser devancé par l'intelligence artificielle, mais c'est aussi cette nuance qui lui permet de traiter certains points avec plus de discernement, du moins pour le moment. Nous sommes, c'est un fait, de plus en plus confrontés à la machine et lentement nous allons vers une dépendance de certaines machines et technologies. Notre séquence portrait est pour l'occasion scindée en deux parties. La première partie est consacrée un petit peu à une séquence bonus puisqu'elle a été générée par ChatGPT, un petit peu revue et corrigée. Mais voilà, on ne pouvait pas passer à travers cela. Je te propose de démarrer tout de suite. Selon toi, quelles sont les tâches pour lesquelles l'homme est encore supérieur à la machine? Écoute, je te dirais bien que l'homme fabrique les machines. Déjà, pour le moment. Que l'homme fabrique ses descendants aussi. Et c'est déjà pas mal comme tâche. Ok, c'est déjà pas mal. Alors, dans quelle mesure penses-tu que les machines peuvent remplacer les emplois humains dans notre secteur d'activité? Alors, dans notre secteur d'activité, c'est de développer des magazines sur des thématiques qui nous sont chères et puis de mettre en relation avec des experts pour accompagner dans une dynamique de mieux-être nos internautes. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels les machines peuvent remplacer toute une partie de nos tâches. Il y a déjà plein de domaines dans lesquels les machines ont déjà remplacé toute une partie de nos tâches. Est-ce que un jour les experts seront remplacés par des machines? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que toute une partie de notre fonctionnement sera remplacée par des machines? Enfin, en tout cas, sera modifiée par des machines, ça c'est sûr. Et comme je dis, ça fait 17 ans pour qu'on opère cette boîte et je réfléchissais à la perspective de cette discussion. Si je prends déjà entre il y a 17 ans et aujourd'hui, comment on travaillait, comment on travaille aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les machines, comme on dit, ou l'intelligence artificielle a déjà fait grandement évoluer. Et je pense que ça va continuer effectivement à grandement évoluer. Très bien. Justement, une question plus globale, comment vois-tu l'avenir du travail avec l'émergence de l'automatisation et de l'intelligence artificielle? Je te dirais différent, pareil. Je sais pas à quelle échelle de temps on situe à venir. Moi, je pense souvent quand on voit cette révolution de l'intelligence artificielle, je pense aux précédentes révolutions, à celles qui sont un peu proches et puis celles qui sont plus lointaines. Donc celles qu'on étudie en histoire, comme la révolution industrielle avec les machines et le remplacement par les machines. Donc on compense le physique de l'homme avec les machines. Si je synthétise un peu, la seconde révolution industrielle. Donc déjà peut-être qu'il y aura d'autres révolutions dans les bouquins d'histoire d'ici quelques centaines d'années. Je pense qu'on n'a pas du tout le recul. Maintenant, comme tu dis, ça dépend quelle échelle de temps est l'avenir. Je pense que ça bouge tous les jours. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont déjà dans nos quotidiens et ont déjà beaucoup fait évoluer nos métiers. Quand tu vois comment on travaillait dans la série The Office, comment on travaille aujourd'hui. Enfin, je sais pas si The Office, c'est pas le bon exemple. Je trouve plus le nom de la série
auquel je pensais, mais le travail a déjà beaucoup changé, le travail intellectuel, je veux dire. C'est ça que ça vient challenger l'intelligence artificielle. Je pense que ça va effectivement beaucoup évoluer, à la fois par petits bouts et à la fois par disruption sur certains sujets. Moi, ça me fait pas spécialement peur, je t'avoue, ce sujet-là. Je trouve qu'on nous en parle beaucoup. Avant d'avoir des vraies applications, je demande à voir. Et je suis plutôt partisane du progrès. Je pense que l'homme s'adapte et j'aurais tendance à dire regardons les choses avec recul. La principale difficulté et la principale chose que je vois dans le travail, c'est la partie formation. C'est-à-dire que quand tu vois quand tu imagines les personnes qui travaillaient déjà il y a 40 ans et qui travaillent encore aujourd'hui dans des bureaux, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'email, il y avait des courriers, il n'y avait pas de des fax. Il n'y avait pas Slack, voilà, il y avait donc l'échelle de temps était différente dans l'entreprise, la façon de collaborer était différente. Et comment on s'adapte en fait à ce type d'évolution, révolution qui change complètement le lien. Récemment, on a vécu, tu vois, pour moi, ce qui est une bien plus grosse révolution que ChatGPT, c'est le télétravail, tu vois, à court terme. Tu as eu un bouleversement avec le Covid qui a mis tout le monde chez lui et on a tous, dans toutes les entreprises, été à fond sur le télétravail avec toutes les questions que ça pose derrière, mais on y a été direct. Il faut réapprendre derrière à travailler ensemble. Il faut apprendre à évoluer avec les nouveaux outils, les nouvelles manières, les disruptions qu'amènent ce type de révolution ou d'innovation. Et c'est surtout ça, moi, que ça questionne, c'est comment, je pense que j'imagine, si on regarde, il y a 50 ans, tu apprenais un métier progressivement par l'expérience dans ton usine, quoi. Il y a 50, il y a 100 ans, tu apprenais à coudre progressivement et tu devenais meilleur et puis tu devenais chef d'équipe et puis etc. Aujourd'hui, presque les gens qui sortiraient d'école informatique et qui auraient appris la dernière techno seraient presque plus à même de développer que les développeurs qui travaillent depuis 20 ans, sauf si eux ont continué à se former. Donc moi, ça me questionne sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école et comment on apprend derrière dans le quotidien à s'adapter avec des évolutions qui viennent parfois tout d'un coup et on se questionne pas forcément assez de comment ça revoit la façon de travailler. Après, c'est sûr que ça va remplacer des emplois, c'est sûr. Et ben il y en aura d'autres. Exactement. Oui, je lisais, pour rebondir à ce que tu disais, qu'effectivement, certains emplois aussi allaient évoluer et puis finalement, il faudra apprendre à s'adresser à la machine tout simplement. Et c'est comme la machine évolue en permanence, nous, il faudra qu'on continue à apprendre sans cesse pour savoir comment au mieux s'adresser à la machine pour optimiser les résultats, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est challengeant un petit peu pour tout le monde. Et donc, comment toi, tu penses que tu peux mesurer l'efficacité des machines par rapport au travail humain au sein de notre entreprise? Parce que toi, tu arrives à te dire, ça me fait gagner tel temps, là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Là, comment tu arrives un petit peu à tout manager, en fait? Tu sais, je pense que c'est pas. On est finalement sur une échelle de temps qui va bien plus vite que ce type de disruption. C'est pas. Pour moi, il y a quand même d'abord ça va pas plaire à nos ingénieurs que je dise ça, mais il y a un mouvement de panique surmédiatisé à ce stade. Quelle nouvelle techno est en train de vraiment arriver? Quelles vont être en fait les applications de la nouvelle techno? On ne sait pas trop, ou alors, comme toutes les technos qui sont déjà arrivées ces 20 dernières années, ont changé les choses, ont changé notre façon de travailler, et il n'y a pas eu de mesure avant-après. Si tu veux, la mesure avant-après, on est sur, effectivement, là, tu mets le télétravail, bam, là, on n'en a pas parlé avant, et on est dans cette question de la mesure. Et justement, la mesure, on doit mesurer quelque chose qui n'était pas mesuré avant parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Et là, maintenant, on mesure pareil, mais on mesure sans la comparaison possible parce qu'en fait, tu sais, on dit pour mesurer et comparer, il faudrait avoir deux systèmes qui marchent exactement la même chose, mais avec une seule dimension qui change.
Ce qui n'est pas le cas sur le sujet du télétravail. Non, je te donne l'exemple qui me parle qui me paraît le plus précis parce qu'il y a vraiment un avant-après. C'est les outils qu'on peut avoir sur l'administration de l'entreprise. Donc les outils qu'on utilise pour la paye et la compta. Ou les outils d'aide pour les juristes. Là, oui, on gagne énormément d'efficience et d'efficacité parce que la machine, si elle est bien paramétrée, si elle est bien interrogée, elle répond plus juste, plus fiable qu'un humain qui a plus de risques d'erreur sur des sujets qui sont très réglementés et qui peuvent du coup être structurés dans la démarche. Et après, t'as effectivement dans les outils qui sont créés, t'as des éléments, tu vois, tu charges une facture, ça reconnaît le fournisseur, ça reconnaît le montant, ça insère le montant dans le logiciel et ça crée la bonne ligne à la compta. Ça, c'est sûr que tu gagnes énormément de temps. Après, il y a quand même besoin de comptables pour paramétrer l'outil. Il y a quand même besoin de ce savoir-là parce que la machine, elle connaîtra pas la finalité. Enfin, pourquoi on rentre la ligne de facture dans le logiciel? Ça reste quand même ça reste un besoin de l'homme pour les relations entre les hommes, entre les entreprises, etc. Donc, ça déplace le métier du chargé de paye, ça déplace le métier de la compta. Et là, tu peux avoir des ruptures où tu vas mesurer avant-après le temps pour produire la paye, le temps pour produire un reporting ou ce genre de choses. Et après, je te dis, en vrai, moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des évolutions qui sont progressives un peu partout et qui font effectivement, j'espère progresser. Des fois, il y a des dommages collatéraux et des fois, ça fait régresser, mais c'est très petit à petit. Il n'y a pas de disruption comme ça. Enfin, avant de changer tout le monde du travail, si tu veux, il y a un gros limitant qui est la vitesse d'adaptation de l'être humain. Donc, on a le temps, en fait. C'est une belle conclusion pour cette première partie de questionnaire. Voici à présent la seconde, et non pas la moins intéressante. Peux-tu brièvement nous dire ce que tu évoques, ces services, justement, donc la caisse automatique dans les supermarchés? Quand ça marche, c'est cool. Mais la caisse automatique à la boulangerie. Ah, ça, c'est top. Ah, moi, c'est peut-être pour vider ta petite monnaie, c'est ça? Ah oui, je trouve que en fait, tu vois, la boulangerie, tu continues à te faire servir quand même par quelqu'un qui écoute ton souhait, etc. Mais c'est vrai que la petite monnaie à la boulangerie, alors après, si on payait tous à la carte bancaire, mais non, je trouve que c'est pratique. Tu mets ton billet, ça rend la monnaie. Enfin, et comme ça, c'est pareil, l'être humain, du coup, il peut se concentrer sur le service, sur le fait de décrire ce qu'il y a dans tel pain aux céréales ou tel pain aux céréales, de ce qu'il y a dans tel dessert ou tel dessert, rester souriant et pas être dans le stress de bien rendre la monnaie, de discuter, d'être stressé par le temps d'attente. On peut être, je sais pas. Je te dis, moi, je suis une progressiste, je pense, hein, mais ça pose effectivement la question de quand il y aura plus de boulanger au comptoir, mais on n'y est pas encore. Consulter ta réservation de train, mais par téléphone. Consulter ma réservation de train par téléphone. Tu sais, quand on doit dire clairement oui, non, voyage. Écoute, je te dirais, la techno n'est pas prête. On est d'accord. La banque à distance. Ça, je suis ravie. Cookéo et Magimix. Écoute, je n'ai jamais utilisé ces instruments-là. J'adore faire la cuisine c'est ma fille qui challengeait une amie qui a un Magimix et qui disait mais ça t'enlève toute la satisfaction d'avoir préparé le plat. Et mon amie lui répondait mais non, mais moi ma satisfaction c'est devant le résultat et au contraire je n'ai aucune satisfaction aucun plaisir à la préparation. Et donc je me disais tant mieux en fait. Du coup chacun son mix magique ou pas. Ok. Siri et Alexa, parce que ça fait partie de ta team rapprochée ou pas?
Et non, à ça près que, alors c'est plus tu sais, le fait de vocaliser, le speech to text qu'on utilise de plus en plus avec les enfants. C'est assez pratique. Tu sais, les enfants qui demandent mais pourquoi, mais qu'est-ce que, toutes ces questions où tu te sens coupable de ne pas savoir. Et après, tu te dis, est-ce que vraiment je dois me sentir coupable de ne pas savoir ou je dois surtout lui apprendre à chercher la réponse? Et il tape pas. Enfin, moi, j'ai un enfant ma fille, elle commence à taper correctement. Mon fils, c'est un peu plus lent. Et du coup, le speech to text est assez pratique pour poser des questions façon encyclopédie, je te dirais. Ok. Les œuvres d'art, créées par l'intelligence artificielle, tu en penses quoi? Écoute, j'en ai vu. J'étais dans un musée ce week-end. J'en ai vu. Alors, c'était plutôt. Alors, je sais pas comment ça s'appelle parce qu'en musique, tu sais, ça s'appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc là, c'était pareil, c'était des tableaux probablement. Il y avait une collaboration entre l'humain et et c'était très émouvant. Mais il y avait une collaboration. Donc, je sais pas trop te répondre. Je pose la question parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, en fait. J'avoue, parce que derrière une œuvre d'art, normalement, il y a des sentiments, une émotion, un humain, etc. Après, en discutant avec justement des ingénieurs, ils me disent, mais oui, mais justement, la machine est nourrie de toutes ces informations-là. Mais du coup, moi, ça me crée encore un petit... voilà, je m'interroge. Ouais. Justement, tu vois, j'ai un gros problème avec les œuvres d'art, c'est que souvent, elles me procurent aucune émotion. Donc, je regarde ça de manière très froide. D'accord. À l'école, l'esthétique. Ouais, je sais pas. Je regarde que ce soit des poèmes ou des œuvres d'art. Je me souviens de mes cours d'histoire ou de mes cours de français, tu vois, où on apprenait à repérer des éléments, mais techniques presque. Donc, tu peux être ému par un paysage, pourquoi pas être ému par quelque chose qui est produit par la machine. En tout cas, j'ai rien contre, j'ai rien pour. Je sais pas s'il y a vraiment un débat là-dessus, quoi. Je sais pas te dire. Ok, l'une des plus anciennes inventions, on va dire, mais non moins utile, le GPS. Bah écoute, je plus sois la machine dans un cas comme ça. Et ça m'émerveille d'ailleurs de me dire comment il y a toutes ces informations qui sont derrière, tu vois, dans le GPS, comme tu dis, ça date de quelques années. C'est assez épatant quand tu vois que ça régule ta vitesse, ça te dit que là, tu es trop vite sur cette route-là, mais tu es dans une petite route de campagne, enfin, tu dis toute la cartographie qui est derrière. Enfin, faut quand même pas oublier, je te disais tout à l'heure, les machines sont produites par l'homme. C'est merveilleux d'arriver à ce niveau de production. Clairement. ChatGPT, qu'en penses-tu? Pour l'instant, je vois ça comme un jouet qui fait beaucoup parler. Pour toi, le meilleur de tous ces services, celui dont tu ne peux plus te passer? Tout ce qui est, alors c'est plus, tout ce qui est les prises de rendez-vous, la banque à distance, tout ce qui est administration en ligne, on va dire. La fiche d'impôt pré-remplie. Voilà. Alors oui, c'est ça. C'est tout ce que du coup tu peux faire à 23h. T'es pas obligé de le faire en heure ouvrée. Tout ce qui d'une manière ou d'une autre simplifie la vie. Le meilleur de tous les services, c'est celui qui a décidé qu'un téléphone pouvait faire plus. Je pense, c'est ça le meilleur de tous les services. Et celui qui, selon toi, reste à inventer? Écoute, j'ai pas de. J'ai plein de. Comment? Joker? Ouais, si le truc qui te fait une alerte quand tu as un conflit d'agenda, mais je vois pas très bien. Enfin, ça implique d'avoir donné les infos à l'agenda. Enfin, bon, je sais pas. Laissons-nous surprendre. Exactement. Très bien, mais merci beaucoup Anne-Fleur pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Le podcast touche déjà à sa fin. J'aimerais bien rappeler ta petite phrase qui était « Je préfère demander pardon que demander la permission ».
Je trouve qu'effectivement, c'est une. Je sais pas de qui elle est. Je sais pas si tu sais de qui elle est. Alors, je suis pas sûre que. Je crois pas qu'il y ait un auteur. Je peux te citer. C'est Florian qui m'a donné cette phrase il y a pas longtemps. Je dis ça n'en était pas, mais je l'ai trouvée intéressante tout à fait. Je pense que c'est intéressant comme concept, ouais. Exactement. Un dernier message à adresser avant de nous quitter, Anne-Fleur? Profiter des beaux jours. Ça dure pas assez longtemps, c'est vrai. Eh bien, rendez-vous le mois prochain pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé passer ce moment avec nous, à commenter également si vous souhaitez partager vos réflexions avec nous et même à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et d'ici là, vous pouvez trouver toute l'inspiration et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéos. À très bientôt. À bientôt.